Je vais vous parler d'un syndrome qui nécessite d'avoir en tête un peu d'anatomie fonctionnelle. Vous avez vraiment besoin d'avoir des bases d'anatomie fonctionnelle cette année pour pouvoir ensuite réfléchir en vous dégageant la mémoire du par cœur et en ayant simplement des réflexes de raisonnement. Et pour ça, vous devez connaître le trajet d'un certain nombre de grandes voies qui vous permettront de vous repérer dans la biologie. L'exemple typique, c'est le syndrome de Brown-Séquard, c'est-à-dire le syndrome d'hémisection médulaire, dans lequel vous savez que vous avez un syndrome pyramidal qui va être du côté de la lésion, que vous allez avoir un syndrome cordonal postérieur qui va être également du côté de la lésion, et un syndrome spinothalamique, c'est-à-dire une atteinte de la sensibilité thermique et douloureuse, qui va être controlatéral à la lésion. Alors au lieu d'apprendre par cœur que le pyramidal et le proprioceptif sont homolatéral et le spinothalamique controlatéral, il faut juste que vous ayez en tête les trajets de ces grandes voies. Et comme ça, vous serez solide devant toute lésion sur une de ces voies. Vous saurez de quel côté vous attendre à trouver un déficit. Le faisceau pyramidal, je vous le répète, il part du cortex, il descend dans la substance blanche hémisphérique, il passe par le bras postérieur de la capsule interne, il descend dans le tronc cérébral, il croise au niveau de la partie basse du bulbe, c'est la décussation bulbaire, et il va innerver les motoneurones au niveau de la corde antérieure de la moelle. Autrement dit, quand la lésion est en dessous du point de décussation, c'est-à-dire les lésions au niveau de la moelle épinière, le déficit est du même côté que la lésion, tandis que dès que la lésion est au-dessus de la décussation bulbaire, dans le tronc cérébral ou également au niveau hémisphérique, à ce moment-là, vous allez avoir un déficit contralatéral à la lésion. Pour ce qui est maintenant de la voie proprioceptive, du syndrome cordonal postérieur, ce sont donc les grosses fibres myélinisées des nerfs, vous savez, qui arrivent, dont le corps cellulaire est au niveau du ganglion de la racine dorsale, qui va arriver directement au niveau du cordon postérieur, donc dans la substance blanche de la moelle épinière, au niveau postérieur, monter directement, sans relayer là, monter directement jusqu'à la partie bulbaire, au niveau de ce qu'on appelle les noyaux de Goll et Burdak, qu'on appelle également les noyaux graciles et cunéiformes, c'est la même chose. Donc partie basse du bulbe, là il y a un relais avec un deuxième neurone qui croise la ligne médiane au niveau de la partie basse du bulbe, comme pour le faisceau pyramidal, qui monte de façon très médiane, ce qu'on appelle le ruban de Reille médian, donc au niveau du tronc cérébral, et puis qui va aller jusqu'au thalamus, et du thalamus jusqu'au cortex sensitif. La même chose, puisque le point de croisement se situe au niveau bulbaire, toutes les lésions qui seront en dessous du bulbe vont donner un trouble proprioceptif ipsilatéral à la lésion, tandis que les lésions qui se retrouvent au-dessus du bulbe, donc par exemple une lésion thalamique, une lésion corticale, vont donner un trouble qui va être contralatéral à la lésion. Enfin, le troisième candidat, c'est le faisceau spinothalamique. Vous savez qu'il a une position plus latérale, qu'il va venir, lui, donc ce sont des fibres qui arrivent dans la moelle épinière, dont le corps cellulaire est aussi dans le ganglion de la racine postérieure, mais là, le trajet est très différent. Au lieu de monter directement dans le cordon postérieur comme la voie proprioceptive, la voie spinothalamique croise la ligne médiane au niveau de la commissure grise antérieure et va monter dans le cadran antérolatéral de l'autre côté, au niveau de la moelle épinière. Autrement dit, là, le croisement n'a pas lieu au niveau bulbaire, il a lieu dès l'entrée dans la moelle épinière, par ce passage des fibres par la commissure grise antérieure, et du coup ensuite monter dans le faisceau spinothalamique contralatéral. Autrement dit, dans une atteinte du faisceau spinothalamique, vous allez systématiquement avoir un déficit de sensibilité thermique et douloureuse qui va être contralatéral à la lésion, que ce soit au niveau de la moelle, que la lésion soit au niveau de la moelle, qu'elle soit au niveau du bulbe, qu'elle soit au niveau du thalamus ou qu'elle soit au niveau du cortex. D'accord ? Donc vous voyez que ces trajets, vous devez les avoir en tête, qui doivent être pour vous très familiers, exactement comme les trajets que vous faites dans Paris ou dans votre ville, pour vous rendre chez vous, pour aller à la fac. Ça doit être exactement la même chose, un trajet qui doit être familier et qui vous permet ensuite de vous repérer. Alors, ce trajet du faisceau spinothalamique, il permet également de comprendre la topographie très particulière des troubles sensitifs qu'on voit dans la syringomyélie. La syringomyélie, vous savez ce que c'est la cavité, le syrinx, qui va s'élargir au niveau de la moelle épinière. Et du coup, cet élargissement de la cavité va abîmer les fibres spinothalamiques qui sont en train de croiser
pour aller rejoindre le cadran antérolatéral contralatéral. D'accord ? Elles vont toucher aussi bien celles qui viennent d'un côté que celles qui viennent de l'autre, puisque les deux doivent passer par ce point de croisement, qui est justement à la jonction du canal épandymère, à la jonction de cette cavité. Donc l'élargissement de la cavité syringomyélique abîme les fibres spinothalamiques qui sont en train de croiser et donne donc un trouble de la sensibilité thermique et douloureuse spécifique, sans atteinte de la sensibilité tactile et proprioceptive, c'est une atteinte dissociée de la sensibilité, et qui va toucher la sensibilité thermique et douloureuse sur tout l'étage où la cavité s'est développée. Et comme généralement c'est au niveau de l'étage cervical que la cavité se développe, en général au moins au début, vous allez avoir cette topographie suspendue en cape, avec l'atteinte des épaules et du haut du dos, souvent, qui concerne justement cette atteinte cervicale haute de la cavité qui abîme les fibres spinothalamiques qui sont en train de croiser à chacun de ces étages pour aller rejoindre le cadran antérolatéral. Donc vous voyez qu'avec cette topographie bien en tête, vous ne pouvez plus vous tromper sur le côté. Vous pouvez comprendre également certaines choses très simples, comme par exemple cette question que vous vous êtes peut-être jamais posée, pourquoi dans le syndrome de Wallenberg, dans l'infarctus latérobulbaire, il n'y a pas de déficit moteur. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est très souvent, dès qu'il y a un accident hémisphérique, il y a une hémiplégie, c'est un des signes de révélation. Pourquoi est-ce que dans les accidents bulbaires et dans les accidents du territoire vertébro-basilaire, on n'a pas de déficit moteur? Pourquoi on n'a pas de syndrome pyramidal? Bien pour une raison très simple, qui est que le faisceau pyramidal a une position médiane au niveau du bulbe, au niveau des pyramides bulbaires, d'accord, que les deux artères vertébrales vascularisent le tronc cérébral, de telle sorte que chaque artère vertébrale peut compenser le déficit de l'autre pour les parties les plus médianes du tronc cérébral. Autrement dit, si vous avez une vertébrale de bouchée, l'autre vertébrale va être capable de vasculariser la partie médiane de l'autre côté. En revanche, la partie latérale de l'autre côté, elle ne pourra pas la vasculariser parce qu'elle est trop loin. Autrement dit, quand vous avez atteinte d'une artère vertébrale, c'est généralement les parties les plus latérales qui sont vascularisées par l'artère vertébrale de ce côté-là qui vont souffrir. Autrement dit, vous avez des infarctus qui ont souvent une position latérale dans le bulbe, d'où le classique syndrome de Wallenberg latérobulbaire, avec l'atteinte spinothalamique, puisque le faisceau spinothalamique est très latéral, l'atteinte du sympathique avec le syndrome de Kolb-Bernard-Horner, parce que là encore, le sympathique est très latéral, le syndrome vestibulaire, le syndrome cérébelleux, l'atteinte des paires crâniennes, etc. Mais pas de faisceau pyramidal touché. Pas de paralysie motrice, parce que le faisceau pyramidal est très médian et qu'il va être suppléé, il va être vascularisé par l'autre vertébrale qui n'était pas touchée. D'accord ? Donc vous voyez comment cette vision topographique des artères et des trajets nerveux vous permet d'avoir des tableaux d'ensemble que vous n'avez plus à apprendre par cœur, mais qui coulent de source en fait. Ça devient logique de savoir que dans le Wallenberg, comme l'accident est très latéral et que le faisceau pyramidal il est très médian, il va être intact et que c'est plutôt le spinothalamique, les nerfs crâniens qui sont en position très latérale et le sympathique qui vont être touchés.